Si vous arriviez, que vous lisiez son dossier et qu'il y était écrit qu'il est un pédocriminel, vous devriez le tuer ou vous vous feriez tuer. C'est ainsi que cela fonctionne parmi les criminels les plus durs et les plus impitoyables en prison. Il existe un code, une loi sinistre et non écrite qui prévaut sur toutes les autres. Ceux qui font du mal aux enfants ne connaîtront jamais la paix. Pour s'assurer que cette règle soit respectée entre les murs de la prison, il existe une secte spéciale de criminels justiciers qui inflige des châtiments bien pires que le verdict des tribunaux. Des agressions froidement calculées aux actes de rage pure. Rejoignez-nous pour découvrir ces histoires choquantes de pédocriminels instantanément tués en prison. Numéro 20, Richard Huckel. En grandissant, Richard Huckel était décrit par ses camarades de lycée comme quelqu'un de calme et d'un peu solitaire. Cependant, à 16 ans, il a surpris tout le monde en participant à un voyage scolaire en Namibie. Il semblait avoir développé un intérêt pour l'aide aux communautés à l'étranger. Après avoir terminé l'école, il a fréquenté le South Kent College et est devenu un habitué de l'église baptiste d'Ashford, où les gens le voyaient comme un jeune homme réservé et sans prétention. En 2005, après l'université, Richard a pris une année de césure en Namibie. Il semblait attiré par le pays, y retournant fréquemment sous prétexte d'aider les églises et les communautés locales. En 2010, il s'y est installé définitivement, enseignant l'anglais et travaillant comme photographe indépendant. Ses photos capturaient souvent la vie dans de petits quartiers, lui forgeant une réputation de personne dévouée voulant faire la différence. Il s'est même inscrit à un cours d'informatique dans une université locale, bien qu'il ne l'ait jamais terminé. Pour la plupart des gens, Richard semblait être une personne gentille et bien intentionnée, mais sous cette façade soigneusement construite, quelque chose de bien plus sinistre se préparait. En Malaisie, Richard a utilisé ses rôles de photographe et de professeur pour s'approcher des enfants. Il ne s'est pas arrêté là. Il a également voyagé au Cambodge et en Inde, se faisant passer pour un bénévole compatissant. En Inde, il a persuadé un pasteur de le laisser visiter un orphelinat, proposant de prendre des photos et de créer des vidéos pour eux. Personne ne se doutait de ses véritables intentions. Pendant ce temps, des enquêteurs en Australie découvraient un réseau sur le dark web appelé The Love Zone, la zone d'amour, où d'horribles crimes contre des enfants étaient planifiés et partagés. Ils ont retrouvé son chef, Shannon McCool, et ont secrètement pris le contrôle de son compte pour identifier les autres membres du groupe. Parmi eux, un membre sortait du lot, Richard Huckel. Ses publications faisaient un froid dans le dos, remplies de vantardises sur le mal qu'il avait infligé à des enfants. En décembre 2014, alors que Richard rentrait au Royaume-Uni pour Noël, la police l'a arrêté à l'aéroport de Gatwick. Au début, il a refusé de parler, et ils l'ont laissé en liberté sous caution chez ses parents pendant qu'ils poursuivaient leur enquête. Mais la vérité ne pouvait pas rester cachée. Le lendemain de son arrestation, Richard a tout avoué à sa mère, qui fut horrifiée. Elle a immédiatement appelé la police, les suppliant de venir le chercher. Lorsque la police a de nouveau arrêté Richard, il a été inculpé de 91 chefs d'accusation, notamment de création de matériel préjudiciable et d'abus sur mineurs. Cette fois, il n'y a pas eu de caution. Il a été envoyé en prison où il a attendu son procès pour ses crimes inimaginables. Fait horrifiant, les victimes de Richard étaient âgées de 6 mois à 12 ans. Pour aggraver les choses, il se vantait de ses crimes, publiant des vidéos incriminantes sur le dark web avec des légendes inhumaines. L'accusation a révélé que Richard Huckel avait fait du mal à plus de 200 enfants et créé plus de 200 000 vidéos pour sa satisfaction personnelle. Après un long procès, le 6 juin 2016, il a été condamné à la prison à vie pour 22 chefs d'accusation, avec une peine de sûreté de 25 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Cependant, Richard n'a passé que 3 ans en prison. Le 13 octobre 2019, il a perdu la vie après avoir été humilié et brutalement attaqué par un autre détenu, Paul Fitzgerald, qui a par la suite été condamné à une peine minimale de 34 ans en raison de la nature sadique et préméditée de son agression, qui a duré plus d'1 heure avant que le personnel pénitentiaire n'intervienne. Tout comme Richard Huckel, le condamné suivant bénéficiait d'une grande confiance au sein de sa communauté, mais contrairement à Huckel, il bénéficiait d'une puissante institution travaillant dans l'ombre pour nettoyer ses dégâts pendant des décennies, jusqu'à ce que l'heure des comptes sonne et que la faucheuse le trouve derrière les barreaux.
Numéro 19, John Geoghan. Pendant plus de 3 décennies passées à servir dans 6 paroisses différentes, John Geoghan a fait l'objet d'accusations de comportement inapproprié, impliquant plus de 130 jeunes garçons. En 1991, il a été accusé de mauvaise conduite dans une piscine locale et, plus tard, reconnu coupable en 2002 pour avoir touché un garçon de 10 ans de manière inappropriée. Cela a conduit à une peine de prison de 9 à 10 ans. En 1998, le pape Jean-Paul II a officiellement relevé Geoghan de ses fonctions sacerdotales suite à sa condamnation. Les batailles juridiques se sont poursuivies alors que les victimes demandaient justice. L'archidiocèse de Boston a initialement accepté de payer 30 millions de dollars à 86 des victimes de Geoghan, mais a ensuite réduit l'accord à 10 millions de dollars lorsque l'affaire a semblé perdre l'attention des médias. Pendant cette période, les poursuites judiciaires contre Geoghan ont également rencontré des complications. Une affaire a été abandonnée lorsque l'accusateur a décidé de ne pas témoigner, tandis qu'une autre a été rejetée en raison des délais de prescription. Au moment de sa mort, des accusations non résolues faisaient encore l'objet d'enquêtes. En raison de la tournure désastreuse de l'affaire et de la colère du public, Geoghan a été placé en détention protectrice isolement au centre correctionnel Souza Baranowski à Lancaster. Mais c'est là qu'il a finalement trouvé la mort. Le 23 août 2003, le sombre passé de John Geoghan l'a rattrapé dans sa cellule. Il a connu une fin violente aux mains de son codétenu, Joseph Lee Druce. Druce, qui purgeait déjà une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir tué un homme qui lui aurait fait des avances inappropriées, voyait Geoghan comme sa cible ultime. Druce a déclaré aux autorités que ses actions étaient les siennes, sans influence ni coercition de quiconque. Selon lui, dès l'instant où Druce est entré dans la prison, il avait marqué Geoghan comme son prix. Il a révélé que son profond ressentiment découlait de ses propres expériences traumatisantes d'enfance, y compris des abus dans un pensionnat. Druce estimait qu'il était de son devoir de faire payer les agresseurs d'enfants. Pourtant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Druce aurait été payé pour tuer le prêtre, qui était sur le point d'échapper à la justice grâce à l'influence du Vatican. Une théorie qui reste non prouvée. Le 25 janvier 2006, un jury de Worcester a rejeté la défense de Druce fondée sur l'aliénation mentale et l'a reconnu coupable du meurtre de Geoghan. Sa punition fut une 2e peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à Geoghan, il a été enterré le 28 août 2003 au cimetière de Hollywood à Brookline, dans le Massachusetts. Un enterrement controversé pour un homme dont les crimes ont laissé un héritage de douleur. Contrairement à Druce, qui avait méticuleusement planifié son crime, le prochain justicier des prisons a lutté contre son instinct d'intervenir, jusqu'à ce que le poids des actes odieux du pédocriminel ne lui laisse d'autre choix. Numéro 18, Theodore Dyer. En 2014, un homme du nom de Steven Sanderson, qui purgeait déjà une peine de prison à vie, a choqué le monde par ses actes derrière les barreaux. Sanderson était en prison depuis 1991 pour un crime terrible, avoir pris la vie de sa petite amie. Sa punition était sévère, la prison à vie sans aucune chance de liberté. Pendant des années, il a vécu discrètement, acceptant son sort, mais tout a changé lorsqu'il a croisé la route de Theodore Dyer. Les crimes de Dyer étaient si troublants que même les détenus les plus durs ne pouvaient le supporter. Il avait abusé d'un enfant de 9 ans, et dans la hiérarchie carcérale, cela faisait de lui la lie de l'humanité. Pire encore, Dyer ne semblait pas désolé. Jour après jour, il se vantait de la façon dont il avait agressé le mineur, justifiant ses actes sans aucun remords. Sanderson a essayé de l'ignorer, mais ses discours constants le rongeaient. Chaque mot résonnait comme un poignard, chaque commentaire arrogant alimentant une tempête en lui. La tension entre les deux hommes s'est accrue et quelque chose de sombre a commencé à grandir en Sanderson. Le 2 octobre 2014, cette tempête a fini par éclater. Tôt le matin, alors que la prison dormait, Sanderson était passé à l'action. Il a attendu le moment parfait, puis a utilisé un lacet pour mettre fin au jour de Dyer dans leur cellule commune. Quand ce fut terminé, Sanderson n'a pas essayé de cacher ce qu'il avait fait. Il s'est calmement dirigé vers un gardien et a avoué. La nouvelle s'est répandue rapidement, déclenchant des débats sur la justice, la moralité et la vie en prison. Pour Sanderson, il était clair qu'il avait atteint son point de rupture.
tout comme le justicier suivant qui a rendu sa propre forme de justice, laissant 2 détenus face à leur jugement final. Numéro 17. David Bobb et Graham DeLuise Conti. Jonathan Watson, un homme purgeant une peine de prison à vie pour meurtre, a avoué en 2020 avoir ôté la vie à 2 autres détenus dans une prison de Californie. Dans une lettre, il a avoué avoir attaqué ces hommes, tous 2 condamnés pour des crimes contre des enfants, et a expliqué ce qui l'avait poussé à agir. Watson a expliqué qu'il avait été transféré dans un établissement de sécurité inférieur, ce qui lui permettait de vivre dans un dortoir au lieu d'une cellule privée. Il a qualifié ce transfert d'erreur, d'autant plus après qu'un des détenus, qu'il a identifié comme pédocriminel numéro 1, a emménagé dans sa zone de vie. Selon Watson, cet individu regardait ouvertement des émissions pour enfants, ce que Watson considérait comme une provocation. Incapable d'ignorer la situation, Watson a décidé d'agir. Il aurait demandé au personnel pénitentiaire de le renvoyer dans son ancienne unité de haute sécurité, mais sa demande a été rejetée. Le lendemain, Watson a affirmé que le même détenu avait recommencé à regarder la même émission, ce qui l'a poussé à passer à l'acte. À l'aide d'une canne, Watson a attaqué l'homme. Alors qu'il allait se rendre à un gardien, Watson a déclaré avoir croisé un autre détenu qui était un trafiquant d'enfants condamné. Pensant que c'était la chose à faire, Watson l'a également attaqué. La prison a confirmé par la suite la mort de 2 détenus, David Bobb et Graham DeLuise Conti, tous 2 purgeant des peines de prison à vie pour des crimes graves contre des enfants. Watson a depuis été placé à l'isolement et l'affaire est en cours d'enquête. Dans sa lettre, Watson n'a exprimé aucun regret pour ses actes. Il a expliqué qu'il sentait qu'il n'avait rien à perdre et considérait ses actions comme un moyen de protéger les autres du danger. Watson a même déclaré qu'il était prêt à plaider coupable pour ces meurtres. L'incident a suscité l'indignation quant à la sécurité dans les prisons et à la décision de baisser le niveau de classification de sécurité de Watson. Alors que les enquêtes se poursuivent sans qu'aucune inculpation n'ait été annoncée, une nouvelle affaire a suscité des critiques encore plus féroces à l'encontre du système. Numéro 16, Mark Squires. À la prison d'État de San Quentin dans le comté de Marin, un détenu de 70 ans nommé Mark Squires a été retrouvé mort dans sa cellule le 18 septembre 2024. Les autorités traitent l'affaire comme un homicide potentiel et enquêtent d'accroître sur ce qui s'est passé. Squires purgeait une peine de prison à vie pour avoir fait du mal à un enfant de nombreuses années auparavant. Il était en prison depuis 24 ans. Le jour de l'incident, le personnel pénitentiaire a répondu à une alarme et s'est rendu dans la cellule partagée par Squires et son codétenu de 36 ans, Gustavo Lopez. À leur arrivée, ils ont trouvé Squires inconscient. Malgré les efforts pour le secourir, il est décédé peu de temps après. Suite à l'incident, Lopez a été transféré dans une zone sécurisée, pendant que les enquêteurs tentent actuellement de découvrir les détails de ce qui s'est passé. Des responsables de la prison, le bureau du procureur local et le médecin légiste sont tous impliqués dans l'enquête. Lopez est en prison depuis 2020 et purge une peine de 13 ans pour agression et séquestration. Les détails complets de ce qui s'est passé restent cachés au public, mais dans l'affaire suivante, le justicier a fièrement raconté chaque instant de l'application du châtiment ultime. Numéro 15, Andrew Thompson. Au centre correctionnel de Blackwater River en Floride, Andrew Alexander Thompson, 35 ans, purgeait une longue peine de 45 ans. Ses crimes comprenaient le fait de filmer secrètement des enfants et de se livrer à des actes troublants impliquant des animaux, avec des victimes âgées d'à peine 2 ans. Dans la même prison, Angel Fee, 41 ans, purgeait une peine pour son passé violent, qui comprenait un vol à main armée, des coups et blessures aggravées, une séquestration et même un meurtre. Leurs chemins se sont croisés d'une manière qui allait mener à la tragédie. Le 27 juillet 2022, V a décidé de prendre les choses en main. Utilisant un drap déchiré, il a mis fin au jour de Thompson dans leur cellule partagée, sans montrer aucune hésitation ni aucun remords. Ensuite, V s'est calmement approché d'un gardien de prison et a avoué ce qu'il avait fait, déclarant sans détour qu'il avait ôté la vie à Thompson et que cela faisait un problème de moins à gérer. Suite à l'incident, V a été transféré à la prison du comté de Santa Rosa, où il est désormais détenu sans caution en l'attente d'autres procédures judiciaires.
Il ne fait aucun doute que V a besoin d'aide psychologique, mais le prochain justicier carcéral est allé encore plus loin après ce qu'il a fait à la dépouille sans vie du pédocriminel. Numéro 14. Stephen Paul Pachin. En mai 2024, un détenu nommé Kyle G. Kelbel a admis au tribunal avoir étranglé son codétenu, Stephen Paul Pachin, à la prison de Lino Lakes l'année précédente. Kelbel, qui purge déjà une peine de prison à vie pour un autre crime, a plaidé coupable à cette accusation. L'incident s'est produit en octobre 2023, lorsque Kelbel a attaqué Pachin, un homme de 63 ans purgeant une peine de près de 20 ans pour agression sur enfant. Selon les enquêteurs, les deux hommes s'étaient disputés la veille au soir, et un commentaire de Pachin concernant un jeune parent de Kelbel a déclenché l'attaque. Kelbel a attrapé Pachin sur sa couchette et a utilisé une corde servant à maintenir la porte de la cellule ouverte pour l'étrangler. Ensuite, Kelbel a nettoyé la scène. Il a habillé Pachin avec des vêtements propres, l'a placé sur le lit, l'a recouvert d'une couverture et l'a positionné pour donner l'impression qu'il dormait avant d'aller lui-même se coucher. Le lendemain matin, Kelbel a raconté à un gardien ce qui s'était passé, et Pachin a été retrouvé mort dans la cellule peu de temps après. Dans le cadre d'un accord de plaidé coupable, Kelbel recevra une peine supplémentaire de 16 ans, qui sera purgée en même temps que sa peine de prison à vie actuelle. Depuis l'incident, il a été transféré à la prison d'Oak Park Heights, l'établissement de sécurité maximale de l'État. Même dans les prisons les plus sécurisées, certains prisonniers se déplacent comme des chiens de chasse pour traquer ceux qui ont volé l'innocence des enfants, et le prochain justicier en faisait partie. Numéro 13. Ashley Brofo. Le 9 mars 2023, Ashley Brofo a connu une fin violente et définitive aux mains d'Evan James Martin, 43 ans. Brofo, un pédocriminel condamné, a vu sa vie abrégée lorsque Martin a décidé qu'il devait faire face à sa propre forme de justice. Entrant dans la cellule de Brofo, Martin l'a bloqué dans une prise d'étranglement mortelle, le forçant au sol. Resserrant sa prise et enroulant ses jambes autour de Brofo, il a augmenté la pression jusqu'à ce que Brofo perde connaissance. Pour s'assurer qu'il n'y avait aucune chance de survie, Martin a utilisé tout son poids pour appuyer sur la gorge de Brofo, scellant ainsi son sort. Brofo, un homme de 40 ans atteint de déficience intellectuelle, avait récemment plaidé coupable d'avoir attiré une fillette de 9 ans depuis un parc près de chez lui, à Doubleview. Bien que le tribunal n'ait pas encore prononcé sa peine, Martin a décidé de prendre les choses en main. Martin n'était pas étranger à la violence, purgeant déjà une peine de 11 ans pour avoir tenté de tuer un autre détenu qui avait fait du mal à un enfant en 2020. Martin avait d'ailleurs fabriqué des armes utilisées lors de cette attaque. Malgré ses actes, Martin n'a montré aucun remords. Lorsqu'il a été interrogé sur la mort de Brofo, il a reconnu sa culpabilité, mais a exprimé de la fierté pour ce qu'il avait fait. Pour cet acte, Martin a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 21 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Alors que d'autres personnes ayant puni des pédocriminels se sont dénoncées, celui qui a porté le coup de grâce au prochain détenu est resté un mystère pendant plus de 4 ans. Numéro 12. James Palmucci. Le matin du 26 octobre 2020, le personnel de la prison du comté de Charlotte a trouvé le détenu de 48 ans, James Palmucci, avec un morceau de tissu enroulé fermement autour du cou. Il venait à lui annoncer une comparution prévue au tribunal. Palmucci faisait face à 83 chefs d'accusation liés à la maltraitance d'enfants, y compris d'horribles crimes contre des enfants d'à peine 12 ans. Les enquêteurs avaient trouvé des vidéos troublantes sur son téléphone, le montrant avec l'une de ses victimes. La prison a statué qu'il s'était suicidé, mais étant donné qu'il était déjà en prison, de quoi d'autre avait-il peur ? Eh bien, les directeurs de prison se sont montrés sceptiques quant à son décès, craignant probablement les réactions négatives qu'il recevrait s'il s'agissait d'un cas de violence en prison, et cela a amené beaucoup à croire que quelqu'un avait fait justice lui-même. Le prochain pédocriminel condamné de la vidéo est de loin le plus abject de tous. Numéro 11. Mario Waters. Cet homme originaire de l'Arkansas, qui avait été condamné à la prison à vie pour son rôle dans le trafic d'une enfant de 6 ans, est décédé après avoir été attaqué par un détenu non identifié. Mario Waters, 35 ans, a été retrouvé inconscient dans une prison fédérale de haute sécurité à Terre Haute, dans l'Indiana. Malgré les efforts pour le sauver, il a ensuite été déclaré mort dans un hôpital local. Waters,
purgeait sa peine depuis avril 2023. Il avait admis son implication dans un crime où il avait blessé une petite fille et faisait partie d'un groupe qui l'avait trafiqué. En 2018, la fillette avait dû aller à l'hôpital présentant des signes de plusieurs MST, qui ont ensuite été liés aux abus. Par la suite, la fillette a dit aux enquêteurs que Waters était l'une des personnes qui avait blessée et l'a décrit rencontrant un autre homme, DeMarcus George, dans un hôtel où les abus ont eu lieu. Tout comme personne ne savait ce que la pauvre fille avait enduré pendant des années, personne, pas même les directeurs de prison, ne pouvait prédire comment ni quand le châtiment frapperait les pires criminels. Et le cas suivant en est un exemple glaçant. Numéro 10, David Kever. En 2021, un juge de Floride a condamné un homme de 44 ans à la prison à vie pour avoir sauvagement attaqué son codétenu de 78 ans, David Kever, un pédocriminel condamné, en lui écrasant la gorge lors d'une agression brutale. Ces événements glaçants se sont déroulés dans la nuit du 1er juillet 2019 au centre correctionnel de Santa Rosa. Lors d'un contrôle de routine à minuit, des gardiens ont trouvé Kever sans vie sur le sol de la cellule. Seulement 30 minutes plus tôt, tout semblait normal, les deux détenus paraissant en bonne santé. Mais à minuit, la scène avait tourné au cauchemar. Lorsque les agents sont retournés dans la cellule, ils ont découvert Kuras, le plus jeune détenu, debout près de la porte, calme et immobile. Le faisceau d'une lampe de poche a révélé Kever étalé sur le sol, inconscient. Craignant le pire, Kever a été rapidement transporté à l'unité médicale de la prison, où les médecins ont confirmé son décès. Une autopsie a révélé l'ampleur horrifiante de la violence. Kever avait été étranglé et souffrait de multiples blessures, dont des ecchymoses au visage et au cou, des côtes fracturées et la gorge écrasée. La cause du décès a été déterminée comme étant une strangulation manuelle combinée à un traumatisme crânien et cervical sévère. Le sombre passé de Kever l'avait rattrapé de manière impitoyable. En 1996, il avait été condamné pour de multiples chefs d'attentats à la pudeur sur un enfant de moins de 6 ans, et avait plus tard purgé une peine pour avoir omis de s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Au moment de sa mort, il purgeait une peine de près de 9 ans. Ce qui rend cette affaire surprenante, c'est que Kuras était également derrière les barreaux depuis 1994 pour les mêmes crimes que Kever, abus sur enfants et agression contre les forces de l'ordre. Une autre chose que les détectives n'ont pas pu comprendre, c'est pourquoi Kuras a ôté la vie de Kever. Il devait être libéré début 2021, mais a plutôt choisi de ne jamais revoir la liberté. De la même manière, un justicier de prison a abandonné des années de progrès uniquement pour infliger une punition au prochain prédateur de la vidéo. Numéro 9, David Ocasio Ramirez. En 2019, un homme de 43 ans purgeant une peine de prison à vie pour meurtre, commis 25 ans plus tôt, a été de nouveau arrêté, cette fois pour la mort d'un codétenu dans la prison du comté de Duval. Paul Dixon, qui portait déjà le poids d'une peine à perpétuité pour meurtre en 1994, alors qu'il n'avait que 17 ans, faisait maintenant face à des accusations d'avoir déchaîné une violence mortelle dans sa cellule. Dixon avait été temporairement ramené à la prison du comté de Duval depuis un autre établissement pour une audience judiciaire liée à de nouvelles lois exigeant une révision des peines pour les mineurs, condamnés à la perpétuité. Mais alors qu'il se trouvait dans une cellule du 5e étage destinée aux hommes attendant des audiences post-condamnation, la tragédie a frappé. La cellule est devenue le théâtre d'un autre crime, impliquant cette fois l'agression brutale d'un homme de 50 ans. Les autorités ont confirmé qu'aucune arme n'avait été utilisée. Les dégâts ont été infligés à la force des poings. La victime, identifiée par la suite comme étant David Ocasio Ramirez, purgeait une peine de prison à vie pour une condamnation de 2012 pour abus sur un enfant. Tout comme Dixon, Ramirez était également de retour à la prison du comté de Duval pour une audience légale, mais son retour dans l'établissement s'est terminé par une violence mortelle. Lorsque les agents sont arrivés après l'attaque, ils ont trouvé le personnel médical de la prison, essayant déjà de réanimer Ramirez. Les ambulanciers paramédicaux de Jacksonville ont rapidement rejoint les efforts, mais il était trop tard. Ramirez a succombé à ses blessures avant que les secours ne puissent le sauver. Parfois, ce ne sont pas seulement des individus qui punissent meurtre ces exploiteurs. On sait que des groupes secrets au sein des murs des prisons prennent les choses en main. Numéro 8, Nelson Sanderson,
En 2020, un acte de violence brutale s'est déroulé entre les murs du centre correctionnel de Century, laissant un détenu sans vie et un autre avec une peine de prison de 30 ans. Markel Sawyer, un homme de 26 ans originaire de Milton, a été accusé d'avoir tué Nelson Sanderson, 79 ans, le 17 août 2020. Selon les dossiers du tribunal, Sawyer a tendu une embuscade à Sanderson dans les toilettes du dortoir, le frappant à la tête avec un lourd cadenas à combinaison. L'attaque s'est avérée fatale. Sanderson, qui purgeait 2 peines de prison à vie pour des crimes innommables contre des enfants de moins de 12 ans, a connu sa fin lors d'une rencontre violente que peu de gens auraient pu prédire. Le passé de Sanderson depuis 2010, lorsque des allégations de maltraitance d'enfants ont fait surface, serait la raison de cette attaque. À l'époque, en 2010, au lieu d'affronter la justice, il avait fui le pays, échappant aux autorités au Costa Rica pour finalement s'installer à Granada, au Nicaragua. Sa cavale a pris fin en 2016 lorsqu'il a été capturé et extradé vers les États-Unis pour être jugé pour ses crimes. Comment tout cela est-il lié à Sawyer ? Eh bien, dans une déclaration glaçante aux agents pénitentiaires, Sawyer a affirmé qu'il avait reçu l'ordre d'éliminer Sanderson de la part de son maître au sein des soi-disant Illuminati. Il a décrit cet acte comme un moyen de se racheter et de prouver sa loyauté au groupe secret. Lorsqu'on lui a demandé si cet acte en valait la peine, Sawyer a répondu froidement « N'importe quoi pour prouver mon amour pour la nation ». Des codétenus ont corroboré les affirmations étranges de Sawyer, disant qu'il avait souvent parlé d'être contraint par les Illuminati. Dès l'instant où un détenu est condamné pour avoir fait du mal à un enfant, il devient instantanément une cible, et c'est exactement le sort qu'a connu le détenu suivant. Numéro 7, Liam Dean. Liam Dean, 22 ans, condamné pour avoir mis fin au jour d'un bébé, a connu une fin macabre dans l'enceinte de la prison de Leeds, HMP Leeds, à peine 1 mois après le début de sa peine, le 12 novembre 2018. Le crime de Dean avait choqué le public. Sa fille Luna, âgée d'à peine 2 jours, avait été laissée à ses soins, pendant que sa mère, Karen Bissett, prenait un repos bien mérité. Mais au lieu d'apaiser le nourrisson qui pleurait, Dean a déchaîné sa fureur, frappant, écrasant et secouant le bébé impuissant. Il a d'abord tenté de dissimuler cet acte odieux en affirmant que Luna était tombée, mais la vérité a éclaté lors de l'interrogatoire, scellant sa condamnation. À l'intérieur de la prison, la notoriété de Dean en tant que tueur de bébés a fait de lui une cible. Les railleries et les menaces des autres détenus étaient incessantes, mais c'est son codétenu, John Westland, 29 ans, qui a porté le coup fatal. Westland lui-même, purgeant une peine pour agression et coups et blessures graves, nourrissait un profond ressentiment envers Dean. Pendant leur temps dans la cellule commune, Westland a affirmé croire que Dean avait agressé sexuellement l'enfant, bien qu'aucune allégation de ce type n'ait été prouvée. Aux premières heures du 12 novembre, les gardiens de prison ont découvert le corps sans vie et ensanglanté de Dean. La scène était brutale. Des éclats d'une bouteille d'après-rasage cassée étaient éparpillés sur une chaise près du lit superposée, portant les empreintes digitales de Westland. Les blessures de Dean montraient donc des signes d'asphyxie causés par une pression sur sa tête et son visage, ainsi que des blessures infligées par l'arme en verre. Lors du procès devant la Crown Court de Leeds, Westland a admis avoir attaqué Dean, mais a affirmé qu'il était poussé par un mélange de rage et de dégoût. Il a déclaré au jury que Dean était noyé sous les dettes financières envers d'autres prisonniers et qu'il était constamment tourmenté par des détenus le traitant de tueur de bébés. Le jury a déclaré Westland coupable de meurtre, le condamnant à un minimum de 19 ans derrière les barreaux. De nombreux prédateurs croyant avoir échappé à la justice pour leurs crimes contre des mineurs. Mais comme l'histoire l'a montré, le passé finit toujours par vous rattraper, et pour le prochain prédateur, cela lui a coûté la vie. Numéro 6, César Pastrana. Avant son arrestation, Pastrana était un modèle dans sa communauté, car il était bénévole dans une église et une école du comté de Cobb. Mais avant de faire du bénévolat à l'église, Pastrana avait également travaillé avec la Barber Middle School, mais avait été banni après un incident impliquant un élève. Après un bref moment de faux-semblant, les secrets de César Pastrana sont devenus publics, et il a écopé d'une peine de prison à vie après avoir plaidé coupable en 2012 à de multiples chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. Il a reconnu avoir agressé 9 garçons pendant qu'il était bénévole à l'église locale et au collège.
Son arrestation en février 2012 est survenue peu après un événement pour les jeunes organisé par la North Star Church où il s'était porté bénévole. Un mandat a révélé plus tard qu'il avait eu des contacts inappropriés avec des mineurs à son domicile lors d'un événement distinct l'année précédente. Pastrana a finalement trouvé la mort à la suite d'une bagarre dans la prison d'État de Hancock, à Sparta. Le département correctionnel de Géorgie a confirmé son décès et l'a déclaré comme étant un homicide. Le GDC, en collaboration avec le Georgia Bureau of Investigation, a lancé une enquête sur l'incident, ce qui suit le protocole standard. Certains de ces agresseurs n'ont aucune limite, emportant même leur 5e victime avec eux, tout comme le prochain prédateur. Numéro 5. DeAndre Austin. Cet oncle basé à Richmond a été condamné en 2008 pour avoir agressé à plusieurs reprises ses 3 jeunes nièces. Ces événements ont eu lieu entre 2002 et 2006, lorsqu'ils vivaient tous ensemble. Austin a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle pour des crimes graves, y compris des agressions et des actes inappropriés sur des enfants de moins de 14 ans. Le 14 octobre 2020, vers 17h40, un cri « Homme à terre » a été entendu dans la prison. Lorsque les agents ont atteint la cellule d'Austin, ils l'ont trouvé inconscient. Il a été déclaré mort moins d'une heure plus tard, et la cause de son décès a été déterminée comme étant un homicide. L'attention s'est rapidement tournée vers son codétenu, Rodney Jordan, qui était en prison pour divers délits. Il avait initialement été condamné à 2 ans pour cambriolage, mais avait été libéré sur parole en 2018. Il est ensuite retourné en prison après avoir été reconnu coupable d'un nouveau crime, vol qualifié au 2e degré, ce qui a entraîné une peine de 5 ans. Il était de notoriété publique qu'il détestait profondément les personnes qui faisaient du mal aux enfants. Vous pensez que DeAndre était sans cœur ? Le prochain condamné était bien pire, au-delà de l'humain. Numéro 4. Clinton Don Simpson. Autrefois prédicateur de confiance à l'église du Christ de Haslett et propriétaire du Mr. Don's Whistle Stop, Clinton Don Simpson faisait fonctionner un train miniature dans son jardin jusqu'à ce que la loi le rattrape. Il a fait face à des accusations pour 10 chefs d'agression aggravés sur enfants, un chef d'abus continu d'un enfant de moins de 14 ans et 2 chefs d'attentat à la pudeur par attouchement. Une 12aine d'enfants se sont manifestés avec des accusations contre lui. L'enquête a commencé lorsque les parents d'une petite fille de 3 ans ont signalé que Simpson avait agressé leur fille alors qu'elle montait dans le train lors d'une fête d'anniversaire. Après les allégations en 2007, Simpson a d'abord été placé en résidence surveillée. Cependant, en 2009, il y a eu un débat sur son aptitude mentale à être jugé et il a été envoyé dans un hôpital. Il a ensuite été renvoyé en prison et a attendu une autre évaluation avant d'être jugé apte à faire face à un procès. Après le procès, 2 des accusateurs de Simpson prévoyaient de redéposer une plainte civile pour dommages et intérêts qui avait été initialement abandonnée en 2008. Mais le destin a rattrapé Simpson lorsqu'il a été tragiquement tué dans la prison du comté de Tarrant. Il est mort de traumatisme crânien contondant et a été transporté d'urgence à l'hôpital John Peter Smith, où son décès a été confirmé. La personne responsable de sa mort était son codétenu, David Faco Flores, âgé de 42 ans. Flores, de Fort Worth, avait déjà été arrêté pour des accusations liées à des blessures sur enfants, personnes âgées ou handicapées. Il avait également des antécédents de violation de domicile, vol et refus d'obtempérer. Flores a été accusé de meurtre et sa caution a été fixée à $50 000, mais son motif pour avoir attaqué l'ancien prédicateur reste inconnu. Tout comme l'escalade dans l'affaire suivante reste un mystère, les forces de l'ordre ne savent toujours pas si ce qui est arrivé à ce prédateur était un dysfonctionnement du système ou un acte calculé. Numéro 3. Robert Munger Shane Goldsby, un détenu de l'État de Washington, a reçu une peine de prison supplémentaire de 25 ans après avoir été placé dans la même cellule qu'un homme dont il a découvert par la suite qu'il avait agressé sa jeune sœur. L'homme, Robert Munger, 70 ans, purgeait une peine de 43 ans pour pédocriminalité et possession de vidéos illégales liées à ces crimes. En juin 2020, alors que Goldsby s'habituait à sa nouvelle cellule, il a commencé à parler à Munger. Au cours de leur conversation, il s'est rendu compte que Munger était la personne qui avait abusé à plusieurs reprises de sa sœur. Goldsby a affirmé avoir demandé à être transféré dans une autre cellule après cette révélation, mais sa demande a été refusée. Pour aggraver les choses,
Munger aurait ensuite décrit ses crimes avec des détails sordides, ce qui a davantage enragé Goldsby. Leur rencontre s'est déroulée au centre de correction d'Airway Heights, dans le comté de Spokane, dans l'est de l'État de Washington. Quelques heures plus tard, Goldsby a attaqué Munger par derrière dans la zone commune, le jetant au sol et le battant sévèrement. Munger a succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. Goldsby a plaidé coupable de l'agression et a été condamné à près de 25 années de prison supplémentaire. Dans une interview avec KHQ, il a exprimé sa conviction que les agents pénitentiaires l'avaient intentionnellement placé dans la cellule avec Munger en guise de représailles. Goldsby a affirmé que ses actions passées, notamment le fait d'avoir entraîné la police dans une course-poursuite à grande vitesse en 2017 qui avait blessé un policier de l'État, avaient humilié les forces de l'ordre. Cependant, une enquête de la patrouille de l'État de Washington n'a trouvé aucune preuve que le personnel pénitentiaire était au courant du lien entre Goldsby et Munger. Le rapport a expliqué que Goldsby et sa sœur avaient des noms de famille différents et qu'il n'y avait aucune trace de lui demandant un transfert de cellules. Un autre détenu, Randy Robinson, a même dit aux enquêteurs que Goldsby et Munger semblaient bien s'entendre au début, discutant de sujets comme la mère de Goldsby d'une manière apparemment amicale. Munger et le prochain condamné par leurs actes et leur nature impénitente ont laissé beaucoup de gens se demander s'ils méritaient vraiment le sort qui les a trouvés. Numéro 2. Anthony Palmer. Condamné pour la mort tragique d'une fillette de 8 ans, Anthony Palmer a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de l'Oklahoma le 11 janvier 2019. Les autorités ont rapporté que l'homme de 59 ans était mort par strangulation et d'un traumatisme crânien contondant. Selon le bureau du médecin légiste de l'État, Palmer purgeait sa peine au pénitencier d'État de l'Oklahoma à McAlester depuis un peu plus d'1 an. Les enquêteurs soupçonnent son codétenu, qui purgeait également une peine pour un crime similaire, d'être potentiellement responsable de l'attaque. Les responsables pensent que les actions passées de Palmer ont fait de lui une cible parmi les détenus. La victime de Palmer, Kirsten Hatfield, âgée de 8 ans, avait disparu de sa maison de Midwest City en mai 1997. Malgré des recherches approfondies, son corps n'a jamais été retrouvé. L'affaire n'a pas été résolue pendant près de 2 décennies, jusqu'à ce que des preuves ADN provenant de sang près de la fenêtre de sa chambre et de ses sous-vêtements découverts dans le jardin ne correspondent à Palmer. Il vivait à 2 portes de la famille à l'époque. Palmer a été condamné en 2017, mais n'a jamais révélé l'emplacement des restes de Kirsten. Les autorités espéraient interroger Palmer plus tard cette année-là, croyant qu'il pourrait révéler où le corps de Kirsten était caché. Ils espéraient en vain peu qu'il ferait preuve d'un moment de remords ou qu'il changerait d'avis, mais sa mort a désormais fermé cette porte. La mère de Kirsten, Shannon Hazen, a partagé ses pensées après la mort de Palmer, disant qu'elle n'était ni soulagée ni en train de célébrer. Elle a exprimé sa tristesse de ne jamais obtenir de réponse sur ce qui est réellement arrivé à sa fille, ou de savoir où elle reposait. Tout comme l'affaire Hazen, la suivante pourrait ne jamais trouver de conclusion. Des forces puissantes travaillent sans relâche pour l'enterrer en raison de sa controverse explosive. Numéro 1. Jeffrey Epstein. Ce nom est largement reconnu et n'a guère besoin d'être présenté. Connu pour ses crimes impliquant des mineurs, il a été accusé de diriger un réseau de trafic sexuel de 2002 à 2005. Les crimes d'Epstein impliquaient l'exploitation de jeunes filles, certaines âgées d'à peine 14 ans, et de les utiliser pour en recruter d'autres. Ces actes l'ont finalement rattrapé en 2019, lorsqu'il a été arrêté le 6 juillet pour des accusations fédérales en Floride et à New York. S'il était reconnu coupable, Epstein risquait une peine maximale de 45 ans de prison. Cependant, le 10 août 2019, il a été découvert sans vie dans sa cellule de prison. La cause officielle du décès a été jugée comme étant un suicide par pendaison, mais cela a déclenché d'innombrables théories. Était-ce un suicide ou y avait-il une raison plus sombre derrière sa mort ? Beaucoup ont spéculé que quelqu'un l'aurait fait taire pour l'empêcher de révéler ses puissantes relations. Le mystère entourant sa mort continue de soulever des questions. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans notre prochaine vidéo.